la réindustrialisation de nos territoires, mais aussi pour préserver notre capacité à faire face à des crises que nous ne souhaitons pas, mais qui peuvent s'imposer au pays. La crise Covid hier, de nouvelles épidémies ou un conflit conventionnel en Europe demain. Pour l'ensemble de ces raisons, les CHU et les UFR Santé sont une composante pleine et entière de la souveraineté du pays. Dans ce monde instable, les 33 CHU et UFR de santé sont de grandes infrastructures stratégiques qui sont autant de leviers au service de votre politique et dans lesquels nous pensons que la France doit plus que jamais investir. Je vous remercie. Madame la ministre, Madame Stéphanie Rist, Madame Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, merci de nous accueillir. Mesdames et messieurs les présidents de conférences et leurs membres ici présents, chers et chers collègues, chers et chers étudiants et étudiantes. Alors plus que jamais, ce temps fort de notre vie hospitalo-universitaire que sont les assises revêt une importance particulière. Le modèle hospitalo-universitaire de 1958, c'est un pilier précieux de notre système de santé, en articulant de manière indissociable le soin, l'enseignement et la recherche. Il a fait de nos CHU et de nos UFR Santé des lieux d'excellence et il a contribué à faire rayonner notre médecine française à l'international. Mais parce que le monde bouge et que le contexte de 2025 n'est incontestablement pas celui de 1958, ce modèle doit évoluer. Il doit évoluer de façon ambitieuse et de façon lucide. C'est à nous qu'il revient de le moderniser et peut-être de le réinventer pour relever les défis qui se présentent à nous. L'ambition est immense, préserver l'excellence de notre recherche biomédicale, continuer à transmettre aux plus jeunes un savoir qui émancipe et dessiner ensemble la nécessaire mutation de notre système de santé pour garantir à tous un accès durable et équitable aux soins. Tout ça parce que la santé fait partie de notre contrat social. Cette ambition, il nous revient de l'affirmer, d'abord en faisant preuve d'agilité dans une transformation hospitalière rendue indispensable par une médecine qui évolue en permanence, rendue indispensable par l'augmentation inexorable du coût des dépenses de santé alors que nous traversons une crise financière inédite et rendue indispensable par nos enjeux démographiques liés au vieillissement de nos populations. Nous devons l'affirmer en soutenant sans concession que les acquis des progrès scientifiques, ne sauraient être remis en question par la bêtise et par l'obscurantisme, fussent-ils promus au plus haut niveau de certains États. Et enfin, nous devons l'affirmer en assumant la redéfinition du périmètre de nos métiers, en assumant l'émergence de nouveaux modèles d'organisation hospitalière, l'affirmation d'une vision territoriale du système de santé et la modification des relations entre les générations. Pour être acteurs de ce destin partagé, nous avons un certain nombre d'atouts qui sont autant d'enjeux. Le premier atout sont les jeunes générations qui sont représentées, même largement représentées parmi nous pendant ces assises. Merci à eux d'avoir construit ces assises 2025 avec nous. Merci du regard que vous posez sur les enjeux qui sont les nôtres et qui du coup deviennent vôtres. Merci aussi de ce que vous nous apportez. Si j'avais une baguette magique, Madame la Ministre, une baguette magique spéciale assise, la première chose que je changerais, c'est effectivement, comme l'a dit le président de la conférence des DG, c'est le statut des chefs de clinique assistants et des assistants hospitalo-universitaires, pour le rendre plus attractif et pour donner envie à ces futurs médecins de s'engager dans les carrières hospitalo-universitaires. Parce que ce sont des carrières passionnantes, et j'exprime cette nécessité absolue pour eux, pour nous, mais également pour notre modèle hospitalo-universitaire qui a besoin des jeunes générations pour continuer à grandir et à se réinventer. Notre deuxième atout, c'est la vitalité de nos équipes de recherche, avec leur incroyable capacité à aller plus loin, à se réinventer et à fabriquer cette médecine française de très haut niveau qui a su révolutionner la prévention et le traitement d'un nombre incalculable de maladies. À cet égard, notre ambition d'écrire l'avenir de la recherche en santé, comme l'a exprimé Philippe également, sera l'objet d'une déclaration commune des CHU, de l'INSERM et de France Universités, en lien avec leurs UFR Santé, pour une politique de site ambitieuse déclinée à l'échelle d'un territoire universitaire. Notre troisième atout, c'est la qualité de l'enseignement de la médecine en France, qui repose sur cette formation hospitalo-universitaire que beaucoup de pays nous envient. Elle est gratuite parce qu'elle est publique, elle est ouverte sur le monde puisque nous accueillons chaque année des milliers d'étudiants internationaux,
et elle est en permanente évolution pour s'adapter au mieux aux besoins des étudiants et aux exigences du métier. Nous devons la protéger. Le quatrième enjeu, c'est notre capacité à nous saisir de la promesse de l'intelligence artificielle et d'une intelligence artificielle profondément transformante, appliquée aux soins, à l'enseignement et à la recherche, mais aussi à nos organisations et aux évolutions de nos métiers. Et enfin, notre dernier atout, ce sont les valeurs que nous portons ensemble autour de l'éthique du soin, de la sobriété et de la pertinence des actes et de l'éco-responsabilité de nos pratiques et de nos institutions. Alors pour terminer, je voudrais dire que notre modèle hospitalo-universitaire, c'est tout cela et c'est bien d'autres choses encore. Et plus que jamais, voir devant est indispensable, parce que 2040, c'est déjà demain. Madame la ministre, chère Stéphanie Rist, Madame la maire, chère Johanna Roland, Monsieur le directeur général de l'ARS, Monsieur Jérôme Jumel, Mesdames et Messieurs les présidents des conférences, Mesdames et Messieurs vos grades et qualités, chers collègues. Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais être assez court, mais je vais appuyer mon propos sur 2-3 points qui me paraissent essentiels. Ça a été déjà dit, donc on parle ici du CHU de demain. Quand on parle de l'avenir, c'est donc aux jeunes que l'on pense et à l'attractivité. Robert Debré a su, il y a plus de 70 ans, réunir en un seul lieu l'excellence de la médecine, de la recherche, et ça a été un succès quand on voit les progrès de la médecine qui ont été faits, non seulement durant les 70 dernières années, mais même à l'échelle d'une carrière hospitalière. Je discutais hier soir avec des collègues et on se disait, quand on était jeune médecin, on avait des pathologies pour lesquelles on n'avait même pas de diagnostic. On pensait à l'hépatite non A, non B ou au VIH qu'on a vu naître sous nos yeux. Et on a vu cette évolution en moins d'une carrière, finalement, où les traitements sont arrivés et on a pu traiter des patients qu'on ne savait pas traiter il y a moins de 30 ou 40 ans. Donc le progrès, c'est quelque chose qui est tout à fait visible et concret, dont nous sommes les acteurs au quotidien. Et nous verrons au cours de ces assises des exemples encore tout à fait enthousiasmants de ce que peut apporter les CHU en termes d'innovation médicale. C'est donc ce qui fait essentiellement l'attractivité et l'enthousiasme des jeunes encore à venir dans nos CHU, et il faut que ça dure. Mais il y a aussi quelques inquiétudes, et donc c'est vrai, quand on parle d'attractivité, on sait aussi qu'au CHU, il y a des contraintes, et notamment celle de la permanence des soins, qui est encore plus forte probablement aujourd'hui, dans la mesure où le CHU est le dernier endroit où l'on peut aller. Quant à d'autres endroits, finalement, les équipes sont parfois dans l'incapacité de répondre à la PDS 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc il faut que cette permanence des soins soit justement reconnue. Les mesures du Ségur ont été dans ce sens, avec une revalorisation significative des gardes. C'est vrai que pour les astreintes, il y a des propositions qui sont faites pour revaloriser, donc il est important qu'on aille jusqu'au bout et qu'il faut rassurer, vous l'avez compris Madame la Ministre, il y a une inquiétude qui se manifeste et elle est assez grande, et je pense qu'il faut donc effectivement, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, apporter des réponses qui puissent rassurer tout le monde. C'est le statut des chefs de clinique, ça avait été abordé effectivement aux dernières assises il y a 2 ans, et donc l'attente là aussi et je rejoins les propos d'Isabelle Lafont, l'attente est grande, et il faut, je pense que les arguments pour attirer les jeunes sont importants, mais il faut aller jusqu'au bout du propos, et sur ces 2 aspects, et la permanence des soins et les statuts des chefs de clinique, il faut apporter des réponses. Après, ça a été dit aussi, le CHU c'est le pilier de l'ensemble du système. C'est ce qui est capable de répondre à des crises aussi importantes que celle du Covid et d'autres crises, Philippe El-Saïr en a parlé, viendront probablement devant nous. Et donc le CHU, c'est vraiment le pilier du système. C'est aussi celui qui forme les jeunes. Et donc on a besoin, les jeunes professionnels, médecins et autres, et on a besoin, on le sait, de plus de médecins dans les années qui viennent. Donc il faut absolument renforcer la capacité de formation des CHU, non seulement au CHU, mais sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est également la capacité, justement, d'irriguer le territoire et d'avoir une vision globale de la santé. Et finalement, aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est le vieillissement de la population, c'est le poids des maladies chroniques. C'est effectivement à cet endroit-là, probablement, que l'on peut limiter l'augmentation des dépenses. Les dépenses continueront d'augmenter, mais on peut, si on arrive à bien organiser l'ensemble du système et avoir une vision globale, et donc je rejoins les propos de Madame la maire sur ce point, avoir une vision globale, c'est
englober l'ensemble des acteurs du système de santé, c'est-à-dire l'hôpital, bien sûr, mais aussi tous les autres acteurs du système. Et donc, il y a besoin de ça. Et c'est vrai que, sans rentrer dans la polémique sur les agences régionales de santé, il y a probablement une nécessité d'avoir des gens qui sont tout à fait à la pointe et qui connaissent bien le sujet pour avoir cette réflexion globale. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut décloisonner le système. Robert Debré, qui était donc le père des CHU, disait à la fin de sa vie, il faut ouvrir le CHU sur la ville. Il faut que les étudiants en médecine voient où les gens vivent, où les gens travaillent, car on sait que les pathologies ont aussi des déterminants à ces endroits-là. Et donc, il faut être en capacité de faire cela. Robert Debré avait une vision plus centrée sur l'hôpital, et donc il faisait du CHU l'endroit où tout se ferait, y compris la prévention. On sait aujourd'hui qu'il faut avoir une vision beaucoup plus intégrative de l'ensemble du système, et donc c'est pour cette raison-là que je pense qu'il faut que les CHU soient les moteurs de cette affaire, mais le fassent évidemment avec tous les acteurs, et en particulier ceux du soin primaire, ceux de la médecine de proximité. Et puis juste un dernier mot, on est en plein PLFSS et donc évidemment les histoires de budget sont dans toutes les têtes et on sait le déficit considérable des hôpitaux, jamais atteint depuis longtemps. Et donc il est vrai, les médecins savent aussi, les hospitaliers savent aussi le poids des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'ensemble du pays, mais il m'apparaît important de redire ici que reprendre les mesures qui avaient été prises avant le Covid, c'est-à-dire peser sur la masse salariale, demander plus de productivité aux hospitaliers, ce serait prendre le risque de détricoter ce que l'on a pu refaire après le Covid, c'est-à-dire reconstituer les équipes, mais en relâchant un peu la pression sur la productivité. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir à peu près réouvert tous les lits et retrouver une capacité à soigner dans nos hôpitaux. Pour terminer, l'innovation a un coût. Quand on voit le poids de la dépense en médicaments, 35 milliards, 10 milliards sur les molécules onéreuses, et avec une augmentation quasi exponentielle du nombre de molécules onéreuses qui arrivent sur le marché. Et donc il y a une vraie question à se poser aussi, et je pense que nous sommes responsables collectivement de cette réflexion sur la pertinence des prescriptions. C'est la pertinence aussi des prescriptions plus largement, des examens complémentaires et de l'ensemble, et donc nous avons un rôle à jouer, les CHU en tant que formateurs, mais aussi organisateurs de l'ensemble du système, à jouer sur cette réflexion sur la pertinence des soins qui nous permettra là aussi probablement de limiter la dépense, et de voir donc devant nous la possibilité de continuer à remplir nos missions sur la recherche, l'innovation, et ne pas se concentrer uniquement sur des soins de proximité qui reviennent souvent au CHU au moment où les autres ne savent plus l'assurer en permanence. Voilà, donc je ne veux pas être plus long, merci de votre présence, et donc les attentes sont importantes, nous sommes encore enthousiastes. Je pense que il faut donner aussi, continuer de donner une image positive du CHU, et je pense que quand on va voir pendant ces 2 journées qu'il y a tout à fait matière à cela, mais il y a aussi quelques inquiétudes et qu'il faut rassurer. Madame la ministre de la Santé, Madame la maire de Nantes, Madame la présidente de la conférence des doyennes et doyens de médecine, Messieurs les présidents des conférences ici représentés, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de représenter pour cette 19e édition des Assises hospitalo-universitaires la conférence des enseignants en maïeutique qui fédère l'ensemble des structures de formation de sages-femmes. Je remercie les 3 conférences organisatrices de nous avoir associés à la préparation de cet événement et de permettre l'expression des priorités de la maïeutique dans cette projection vers 2040. Ces journées vont être notamment consacrées à différents défis auxquels est soumis notre système de santé. Les défis médicaux et scientifiques redessinent nos pratiques. La médecine prédictive, la santé numérique, l'innovation technologique doivent nous permettre de conjuguer rigueur scientifique et expertise clinique. Il nous faudra renforcer la recherche en maïeutique et l'inscrire dans le paysage académique. Les ruptures démographiques nous amènent à repenser l'accès aux soins, l'organisation des parcours. Aussi,
la baisse de la natalité depuis plus de 10 ans consécutifs impacte particulièrement le champ de la périnatalité. Les derniers décrets de périnatalité datant de 1998 ont besoin d'être actualisés, adaptés à la montée de la précarité, des vulnérabilités, des situations complexes. Les organisations hospitalières ont besoin d'être réaménagées pour répondre aux besoins des territoires. Il nous faut renforcer la coordination entre ville et hôpital, entre les différents professionnels de santé et sécuriser les conditions d'exercice. Et cela nous amène à une relation au travail métamorphosée. Les nouvelles générations portent une autre relation au travail qui est plus exigeante sur le sens, plus attentive à la qualité de vie, plus sensible à l'équilibre. L'appétence pour de nouvelles modalités d'exercice est prégnante et on le voit bien en maïeutique. C'est de par la pression de la permanence des soins, d'autant plus vrai pour nous. Aussi, nous devons y répondre en repensant nos organisations pédagogiques et hospitalières. Il nous faut accompagner les étudiants en tenant compte des enjeux psychologiques, financiers et organisationnels de leur formation. Mais il faudra aussi, pour les professionnels, valoriser les carrières universitaires des sages-femmes afin d'assurer un vivier d'enseignants-chercheurs solides, mais aussi définir un exercice hospitalo-universitaire attractif et revoir le statut des sages-femmes. Un nouveau modèle hospitalier universitaire pour la médecine de demain doit intégrer l'ensemble des professions de santé, reconnaître leurs spécificités, leur expertise et leur contribution à la recherche et à l'enseignement. Aussi, notre ambition pour la maïeutique, après l'intégration de toutes les structures de formation en septembre 2027, est que les sages-femmes soient pleinement intégrées à ce modèle, à équivalence scientifique et institutionnelle égale avec les autres disciplines, en passant par une reconnaissance pleine et entière du champ universitaire de la maïeutique, le développement de structures de recherche dédiées ou partagées et des parcours de carrière clarifiés, lisibles et soutenus par les institutions. Aussi, cette projection vers 2040 doit nous permettre de redéfinir ensemble la santé, la formation et la recherche dont notre société a besoin. Je vous remercie. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'université, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs généraux de CHU, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents de CME, Mesdames et Messieurs les doyennes et doyens de facultés de santé, chère Fabienne, chère Isabelle, chère Assem, chers et chers collègues et chers étudiants, j'ai cru en croiser quelques-uns. Au titre de ma fonction de président de la conférence des doyens de pharmacie, je suis ravi de couvrir avec mes collègues ces 19e Assises nationales hospitalo-universitaires. Nous nous retrouvons ici à la Cité des Congrès de Nantes, magnifique lieu, qui, autour d'une question simple en apparence, mais exigeante, quelle ambition au singulier voulons-nous porter collectivement pour 2040 ? Alors cette question n'est pas uniquement prospective, elle est finalement politique au sens le plus noble du terme. Elle concerne l'avenir du service public, l'avenir de la connaissance en santé, l'avenir de la solidarité nationale de nos concitoyens. Elle concerne finalement ce que la France veut être dans 15 ans, une nation qui soigne, une nation qui forme et une nation qui innove. Cette question est d'autant plus cruciale que nous vivons un moment de transition profonde. Au cours de ces 2 journées, nous porterons l'ambition, je pense, d'un regard lucide et optimiste, mais également avec une exigence d'unité pour relever le défi des ruptures qui se présentent à nous, qui ont été évoquées précédemment, que je vais reprendre très rapidement, ruptures scientifiques et médicales qui bouleversent la prise en soin de nos concitoyens ainsi que nos pratiques, à l'ère des révolutions numériques qui transforment nos établissements, l'intelligence artificielle qui doit, de mon point de vue, et cette phrase est, je crois, chère à ma directrice générale du CHU de Montpellier,
être le catalyseur de notre intelligence collective. Rupture démographique également, que ma collègue Isabelle Lafont a évoqué, qui redessine la démographie des professionnels de santé, l'accès aux soins, l'équilibre des territoires, les mutations profondes de la relation au travail avec les nouvelles générations qui nous bousculent, ou en tout cas nous incitent à repenser notre modèle d'attractivité, de responsabilité et de gouvernance. Les défis territoriaux évoqués également qui exigent un modèle hospitalo-universitaire résolument présent dans chaque région au service de tous les citoyens. Et enfin, les enjeux de souveraineté sanitaire et scientifique, dimension stratégique que notre pays n'ignore plus. Le modèle hospitalo-universitaire dont il est question lors de ces assises et de demain est une fondation de cette souveraineté. Il concentre ce que notre République fait de plus stratégique, la formation, la recherche, l'innovation et l'accès aux soins. Ce modèle HU est à la croisée des enjeux qui définiront notre place en Europe et plus au-delà dans le monde en 2040, notre capacité à former en nombre et en qualité, notre capacité à innover dans un cadre éthique maîtrisé, notre capacité à rester attractif pour la jeunesse, les talents, les soignants, les chercheurs, et enfin notre capacité à garantir que la santé reste un bien commun, non une marchandise, non un territoire abandonné. Je nous souhaite un modèle hospitalo-universitaire solide, lisible, ambitieux et responsable et éco-responsable. La conférence des doyens de pharmacie que je représente aujourd'hui y contribuera pleinement aux côtés de toutes les institutions présentes aujourd'hui. Un grand merci aux organisateurs et à la mairie de Nantes et sa maire pour l'accueil aujourd'hui à l'occasion de ces 19e assises et très bonnes assises à toutes et à tous. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Directeur général, mes chers collègues, en vos grades et qualités, Monsieur le conseiller, Madame la présidente de l'université, Monsieur le directeur de l'ARS, c'est un honneur pour moi de représenter la conférence des doyens d'odontologie en remplacement de mon collègue président de la conférence, le professeur Vianney Descroix. L'odontologie, depuis 2013, a subi beaucoup de transformations et nous avons, en dernier lieu, nous avons eu le décret de 2021, décembre 2021, qui a permis l'harmonisation des statuts avec ce décret. Et nous sommes aujourd'hui alignés au niveau des 3 conférences de médecine, de pharmacie et d'odontologie avec les mêmes ambitions et les mêmes messages forts concernant en particulier la réforme de l'entrée dans les études en santé, le bien-être au travail et la lutte contre les VSS, le développement de l'attractivité des carrières hospitalières et hospitalo-universitaires. Madame la ministre, une réforme des études en odontologie a été initiée en 2016. Elle a été suivie par une réforme du second cycle et puis une inspection de l'UGSR, de l'IGAS également. Le rapport a été remis fin août et nous sommes dans une attente depuis bientôt 10 ans et nous espérons que les arbitrages très attendus par nos tutelles soient pris afin de débloquer une situation qui devient difficilement tenable. Nous avons suivi la fin du temps partiel des CCEH, le numerus apertus. Nous travaillons sur l'universitarisation des territoires et le maillage territorial. La santé bucco-dentaire conditionne la qualité de vie, l'estime de soi, l'alimentation, la communication. Elle joue un rôle déterminant dans la prévention de nombreuses pathologies systémiques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'odontologie doit être pleinement intégrée dans la politique de santé et notre responsabilité collective est de construire un modèle hospitalo-universitaire à la hauteur des enjeux. Notre première mission est la formation, une formation de praticiens mais aussi de chercheurs, d'enseignants et de spécialistes capables de répondre aux besoins d'une population vieillissante et marquée par des inégalités sociales fortes d'accès aux soins. Mais aucune formation d'excellence
n'est possible sans un CHU fort. Or, nous faisons face à des tensions réelles avec un manque de personnel, une baisse d'attractivité, tout le monde l'a évoqué, et puis des difficultés de recrutement. Les services hospitaliers d'odontologie sont au cœur du service public. Ils accueillent chaque année des centaines de milliers de patients, souvent éloignés du système de soins, qui nous oblige à garantir des structures modernes, des équipes stables et un financement à la hauteur des missions de service public. Il nous faut poursuivre notre engagement dans la recherche, l'innovation, les avancées dans le domaine des biomatériaux, de l'intelligence artificielle, diagnostic en prévention ou encore en santé publique bucco-dentaire, qui sont porteuses de progrès majeurs. Enfin, je voudrais insister sur la lutte contre les inégalités. La santé bucco-dentaire reste l'une des premières victimes des déterminants sociaux. Notre responsabilité en tant que communauté hospitalo-universitaire est d'amplifier nos actions de prévention, d'aller vers les populations les plus fragiles, de soutenir les dispositifs territoriaux et de garantir l'accessibilité financière, géographique aux soins. C'est une exigence éthique, c'est aussi une mission de service public. Nous avons une communauté engagée, innovante et profondément attachée à la mission. Les assises hospitalo-universitaires doivent être un levier pour transformer nos organisations, réaffirmer nos ambitions et construire une vision commune de l'avenir, et que notre réseau hospitalo-universitaire puisse disposer des moyens nécessaires pour former, soigner, innover au service de tous. Je vous remercie de votre attention. Madame la secrétaire générale